je peux rien activer ni le son. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Banking et Yomoni. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Alors avant de commencer, merci, bonjour à tous de nous rejoindre, nous sommes tous là à l'heure. Pour ce webinaire, on va parler des sujets d'investissement pendant le confinement. Alors quelle stratégie choisir? Alors pour ce webinaire, on a la chance de discuter avec notre expert sur l'épargne Yomoni. Et merci d'être avec nous. Et avant de... Bonjour. Sachez que ce webinaire est enregistré. Alors, merci de bien vouloir continuer à garder vos caméras et vos micros en muet et à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se trouve sur votre interface Zoom, prévu à cet effet, et non dans la barre de conversation. On va d'abord commencer par 15 minutes de présentation sur l'investissement pendant le confinement, suivi de 15 minutes pour répondre à vos questions. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu participer au webinaire, sachez qu'un enregistrement est en cours et sera disponible sur YouTube par la suite. Alors, le sujet, vous le connaissez. Quelles sont les stratégies d'investissement à suivre pendant le confinement? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'accueillir Charlotte Stammer, directrice conseil chez Yomoni. Charlotte, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Et tu peux aussi activer ta caméra si tu le souhaites. Bonjour à tous. Alors, a priori, ma caméra ne fonctionne pas avec Zoom. Je suis désolée. Donc, je suis juste en audio. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ok, super. Donc, merci de m'inviter à ce webinaire. Je suis Charlotte Stammer, donc directrice conseil de chez Yomoni. Yomoni, c'est une société de gestion 100% digitalisée. C'est la première société de gestion qui est 100% digitale et qui a la particularité en fait de faire des mandats de gestion pour des portefeuilles d'investisseurs uniquement investis en ETF. Petit rappel, un ETF, un ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund, et en fait, ce sont des fonds communs de placement dits indiciels, dont le but est de reproduire précisément les indices financiers. On peut préciser aussi que Yomoni aujourd'hui totalise plus de 10 000 clients, plus précisément à peu près 14 000 clients aujourd'hui et un peu plus de 200 millions d'euros d'encours sous gestion aux dernières données. Le but de ma participation aujourd'hui, c'est de parler avec vous des bonnes méthodes à adopter sur vos portefeuilles par rapport à la période chahutée que nous connaissons sur les marchés qui corroborent avec cette période de confinement. Donc, on va parler beaucoup de psychologie de l'investisseur, parce que c'est de ça dont il ressort effectivement. Et puis, comment envisager et comment se projeter sur un investissement actuellement. Et puis, une fois que cette présentation sera terminée, bien évidemment, je tenterai de répondre à un maximum de questions. En mise en abîme de ce qu'on va se raconter, j'ai un graphique que je trouve assez sympa qui reprend la psychologie de l'investisseur en période financière. Donc en fait, en bleu, vous voyez retracer un indice financier et puis énuméroter tous les comportements en fait humains, ce qu'on va appeler le biais cognitif et qui souvent fait défaut à votre investissement malgré ce qu'on peut penser, et en fait la réaction humaine par rapport aux réactions de marché. Vous savez tous que pour générer de la performance sur un portefeuille, enfin, il y a une théorie qui est assez simple et qui dit en fait, vous rentrez quand c'est bas, vous sortez quand c'est haut, et comme la performance de votre portefeuille, c'est la déduction des points hauts, des points bas, c'est pas très difficile à deviner et a priori, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Le fait est, c'est que personne aujourd'hui, et scientifiquement, ça a largement été démontré,
personne ne sait anticiper de manière répétée, donc sur la durée, les périodes de hausse et les périodes de baisse sur les marchés. Et c'est là que le bas blesse. Je discute très souvent avec des investisseurs puisque c'est mon métier et bien souvent les gens me disent mais non, je sais quand c'est bas, il faut tenir ses positions, bien sûr je n'irai pas vendre, etc. Mais encore une fois, là on est dans la théorie parce que quand on est en mise en pratique dans des situations comme nous les connaissons aujourd'hui, eh bien, on voit des gens céder à la panique. Parfois, on ne contrôle pas tout. Chaque crise est unique et on a l'impression qu'elle sera en même temps similaire et différente de la précédente. Et il arrive parfois qu'on cède à la panique et qu'on vende les portefeuilles au plus bas. Le problème, quand vous êtes sur une période de baisse de marché, si vous vendez, ce qui est sûr, c'est que le marché va repartir à un moment donné. Si vous vendez, votre portefeuille ne sera plus explosé et donc en vendant, vous vous condamnez à ne plus jamais récupérer ce que vous avez perdu. Et donc le but de cet échange aujourd'hui, ça va être de vous donner les bonnes techniques pour ne pas céder en fait à la panique ambiante. On va peut-être défiler les slides suivantes. Donc, quelle stratégie d'investissement choisir pendant le confinement? Alors, je pense qu'au-delà le confinement est intéressant parce qu'en fait, on se retrouve tous un peu enfermés chez nous dans des conditions très particulières où parfois, psychologiquement, c'est dur aussi. Est-ce que vous avez continué votre activité? Est-ce que vous avez plus de temps pour regarder vos placements? Et puis, le fait est, c'est que cette période de confinement correspond à une période aussi de krach financier parce que c'est la situation dans laquelle on s'est retrouvé il y a quelques semaines, même si le marché a légèrement rebondi dernièrement. Mais on a bien été face à un krach. Donc, disons que vous êtes rentré sur les marchés il y a déjà quelques semaines, il y a déjà quelques mois. Et puis arrive cette catastrophe financière, votre portefeuille perd d'entrée de jeu sur quelques jours un peu plus de 30%. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'argent. Vous aviez en principe une épargne de précaution. Vous avez investi ce dont vous n'aviez pas besoin. Mais vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où ça va descendre? Jusqu'à quand ça va descendre? Et au final, est-ce qu'un jour, je vais récupérer ce que j'ai initialement investi? La première chose, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique ambiante. En ce moment, on entend trois principaux mots qui sont pandémie, confinement et récession mondiale. Donc tout ça ne nous met pas dans un bon contexte psychologique pour rationaliser et pour prendre du recul. Donc il va falloir faire un effort supplémentaire, vous à titre individuel, pour vous remettre en situation au moment où vous avez pris cette décision. Parce que cette décision de rentrer sur un portefeuille d'assurance vie, sur un compte titre, sur un PEA, vous soyez sur un profil plutôt de type équilibré ou quelque chose de très dynamique, cette décision, c'est vous qui l'avez prise. Ça, c'est très important, c'est vous qui l'avez prise. Et normalement, quand on prend une décision financière, on se dit deux choses. D'abord, une première chose qui est très objective, qui se dit combien de temps j'ai devant moi pour investir, c'est-à-dire jusqu'à quand je n'aurai pas besoin de cet argent, parce que quand vous rentrez sur les marchés, vous savez que vous n'êtes pas là pour 15 jours ou pour 6 mois, vous êtes plutôt là sur des périodes allant entre 5 ans et 10 ans et plus. Donc, rappelez-vous, quand vous avez pris cette décision, en fait, vous vous êtes dit deux choses. Vous vous êtes demandé combien de temps vous aviez devant vous pour investir cet argent, donc jusqu'à quand vous n'en auriez pas besoin. Et ensuite, vous vous êtes dit jusqu'à quel niveau de risque vous étiez capable de faire le dos rond. Parce que quand ça ne va pas sur le marché, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le dos rond, même si c'est difficile, même si ça paraît un peu désuet comparé à l'importance de la crise que nous connaissons, mais c'est le bon comportement en fait à adopter. Donc, essayez de vous remémorer pourquoi vous avez pris cette décision, quelle somme vous avez placée, avec qui vous l'avez fait, quel était votre horizon de placement, quel était votre objectif quand vous l'avez fait, et peut-être que déjà vous allez retrouver un petit peu de recul, un petit peu de positivisme par rapport au contexte. Donc, je le répète encore une fois, ne pas céder à la panique ambiante. Il faut vraiment éviter de vendre votre portefeuille. Si en vous rappelant en fait les conditions dans lesquelles vous avez pris cette décision, ça ne suffit pas et vous continuez à y penser le soir en vous couchant, ce qui n'est pas du tout le but d'un investissement financier. Hein. Clairement, votre investissement financier, c'est une béquille, c'est une somme d'argent que vous placez pour faire face à des projets futurs que vous pourriez avoir. Donc l'idée, c'est d'y penser quand même le moins possible. On y pense quand on investit, mais après, généralement, à part les points
que vous pouvez faire sur les performances, mais normalement, vous ne devez pas y penser. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à raisonner avec la première étape, je vous suggère d'appeler la personne avec qui vous avez fait votre contrat. Même si vous êtes passé par une plateforme digitale, par nous, comme YouMoney, nous, on a un service client avec des coachs financiers. Vous avez dû discuter avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas un conseiller attitré, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous a conseillé, qui a discuté avec vous. Et en fait, essayez d'appeler ces gens-là parce qu'ils sont là pour ça et ils vont vous faire un point un peu macroéconomique, un point de marché. Ils vont vous aider à prendre de la hauteur parce que, en fait, eux, c'est leur métier. Et donc, peut-être qu'ils vont essayer d'évacuer le stress que vous ressentez. Ça fait un peu de thérapie, mais en fait, c'est le but, quoi. Il faut évacuer le ressenti un peu négatif que vous avez, vous vider un peu votre sac, et eux vont vous donner des points assez rationnels de marché, des historiques de marché qui montrent que, en fait, plus le track en fait est vertical, comme on l'a eu aujourd'hui assez fort et d'un seul coup, parce que la baisse était assez brutale, mais plus les remontées généralement sont rapides. Par exemple, je vous donne un des arguments qu'on pourrait vous donner et avec des exemples très précis à la clé. Donc, n'hésitez pas à faire appel à la plateforme ou à votre CGP ou à votre banquier. Essayez de contacter quelqu'un et d'avoir un échange qui va vous permettre de prendre un peu plus de hauteur et un peu plus de recul pour vous éviter d'avoir les mauvais gestes sur votre portefeuille. Donc ça, c'est les conseils assez faciles, je dirais accessibles à tous et accessibles à tous. Ensuite, il est vrai que dans les périodes difficiles comme ça, où on voit il se passe quelque chose de négatif, donc voir son épargne fondre assez rapidement sur les marchés peut être, on le comprend, humainement très difficile à vivre, il se peut aussi que vous ayez encore un peu d'argent à placer. Donc, il n'est absolument pas question ici de toucher à votre épargne de précaution. Vraiment, votre épargne de précaution, c'est votre épargne de précaution. On n'est pas là pour faire un bon coup parce que les marchés baissent, mais peut-être qu'il vous reste de l'épargne par ailleurs à verser. Et au final, si vous êtes rentré sur des marchés qui étaient élevés par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours a posteriori qu'on constate que le marché est haut ou est bas, mais en tout cas, s'il vous reste de l'épargne à investir, ça peut être une technique de faire un versement programmé, c'est-à-dire mensuel à date fixe, ou un reversement libre, c'est-à-dire spontané, vous n'en faites qu'un, dans le contexte actuel. Et en fait, imaginons que vous ayez investi 5 000 € en début d'année, et pour référence le CAC 40. Je sais bien que vous n'êtes pas tous investis 100% de CAC 40, mais la référence psychologique est parlante pour nous ici. Vous êtes rentré sur un marché qui était à 6 000 et quelques points. Vous rachetez votre portefeuille sur un marché qui est de l'ordre de 4 000, 4 500 points. Et bien, en fait, vous allez avoir 2 points d'entrée. Et en fait, on va faire une moyenne de l'entrée en début d'année, une moyenne de l'entrée actuelle. Et du coup, votre prix moyen d'acquisition de portefeuille, il sera plus de 6 000 et quelques points, mais il sera de l'ordre de 5 000 et quelques. Et donc, en fait, on va remoyenniser à la baisse le prix d'acquisition du portefeuille. Et quand le marché va redémarrer, ce ne sera que bénéfique pour votre performance. Donc là, c'est vraiment un contexte, c'est vraiment un conseil purement financier. Pour autant, il a aussi une autre volonté, c'est un acte concret que vous allez avoir sur votre portefeuille. Et encore une fois, j'en reviens à la psychologie. Quoi de mieux pour se défrustrer que d'agir concrètement sur son portefeuille, de se sentir actif, d'avoir l'impression de reprendre un petit peu les rênes en main. Et en fait, il y a 2 manières d'agir sur votre portefeuille. Il y a soit vendre vos lignes, ça je vous l'ai fortement déconseillé, ou alors de réinvestir un minimum. Et même si au niveau du prorata, c'est-à-dire que vous reversez je ne sais pas, 50 € par mois alors que vous aviez investi 10 000 €, on voit bien que le prorata est un peu éloigné, mais en tout cas, vous allez avoir cette impression d'agir sur le portefeuille et ce sera toujours plus bénéfique qu'un rachat plus ou moins brutal. Une fois que vous avez fait tout ça, et si vraiment vous n'arrivez toujours pas à dormir et à passer à autre chose et que vous êtes tenté de vendre, en fait, fermez votre ordinateur. C'est vraiment la mauvaise décision de vendre quand le marché est bas. On sait que le marché est volatile, on sait que les perspectives économiques à venir ne sont pas très bonnes, en tout cas pas très optimistes, mais vraiment, le marché va repartir. Il est déjà reparti, en fait, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, il est déjà reparti sur les États-Unis. On ne dit pas qu'il ne va pas rebaisser, de toute façon, personne, et n'écoutez pas les gens qui vous disent ça va rebaisser ou ça va remonter, personne ne sait par anticipation vous prédire ce qui va se passer de manière sûre sur le marché. Donc, à un moment donné, si vous sentez que tout ça est anxiogène pour vous, que vous avez passé les premières, les quelques étapes que je viens d'énumérer avec vous, à un moment donné, fermez votre ordinateur et un peu direct, mais passez à autre chose et vous verrez que d'ici quelques mois et au maximum, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, votre portefeuille sera en performance positive. Voilà.
C'était pour les quelques conseils et quelques principes de base à respecter pour votre investissement. Deuxième question qu'on avait ici, c'était comment se projeter pour son investissement pendant le confinement. Donc peut-être certains d'entre vous se disent que eh bien, au final, cette période de krach financier correspond à un point bas. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours a priori intéressant de rentrer sur les marchés quand ils sont bas. La question, c'est de savoir est-ce que c'est le point le plus bas. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'investisseurs qui m'appellent et qui me disent mais si ça continue à chuter, est-ce que j'attends, est-ce que j'y vais maintenant? C'est toujours un peu compliqué. Pour répondre de manière plutôt objective à cette demande, en tout cas, est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas sur le marché et comment je fais pour me projeter? Je dirais que la période n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle est plus basse qu'elle ne l'a été en ce début d'année. Je ne peux pas vous garantir que ça ne va pas continuer à baisser, mais il faut savoir que la performance d'un portefeuille ne se fait pas que par votre point d'entrée initial. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez vous engager sur un portefeuille à moyen ou à long terme, c'est-à-dire sur 5 ans, sur 8 ans, sur 10 ans, et il y a fort à parier que vous n'aurez pas qu'un seul point d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, vous allez mettre 5 000 €, mais peut-être que dans 2-3 ans, vous aurez la même somme ou le double à investir et ainsi de suite les années qui vont venir. Et au final, vous n'aurez pas un point d'entrée, mais une multitude de points d'entrée. Et donc, au final, on fera une moyenne de ces différents points d'entrée. Donc, la première chose, c'est que tout ne va pas se jouer que sur le point d'entrée à aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que plus votre placement va durer dans le temps, plus en fait ce point d'entrée va se lisser dans le temps et va se faire happer en fait par les performances futures de votre portefeuille. Et le dernier point, et tout dépend après du profil sur lequel vous investissez, mais plus vous aurez des actions en portefeuille, plus en fait la performance ne va pas se faire que par la valorisation du cours de bourse. Il y a aussi la distribution de dividendes. Alors dans les fonds communs de placement, qu'on appelle les fonds en général, que ce soit un ETF ou plutôt de la gestion NCL ou plutôt de la gestion active, il y a une redistribution des dividendes, mais que vous ne voyez pas. Les dividendes, votre fonds contient des actions, ces actions distribuent des dividendes à votre fonds qui sont directement recapitalisés. Vous ne les voyez pas en direct comme si vous aviez, je ne sais pas, du BNP en portefeuille et le dividende, il tombe à date fixe en mai ou en juin chaque année. Mais le dividende tombe. Et quand vous regardez simplement les cours du CAC 40 sur Boursorama, par exemple, eh bien, vous n'allez pas vous rendre compte en fait que le dividende est réinvesti. Si je fais juste une étude linéaire du CAC 40 sur pas mal d'années, les gens qui ont vécu le krach de 2008, a priori, ils sont revenus à niveau de valorisation de leur portefeuille qu'à partir de 2019, mais c'est pas vrai. En fait, les gens avaient retrouvé la valorisation de leur portefeuille à partir de 2013-2014 parce qu'entre 2008 et 2014, en fait, les actions ont distribué des dividendes. Donc, il faut en fait aller, c'est pas très très compliqué, mais c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Donc je sais pas trop me placer, je suis désolée, je veux pas complexifier la tâche, mais en fait la performance d'un portefeuille, elle se fait à la fois par les points d'entrée. Il faut savoir que très généralement vous avez plusieurs points d'entrée sur un portefeuille, donc tout ne va pas se jouer aujourd'hui. Voilà. Deuxième chose, il y a aussi cette idée que le dividende va compter dans la performance finale de votre portefeuille. Quoi qu'il en soit, qu'on soit en période de hausse ou qu'on soit en période de baisse, la technique, la projection sur un investissement, c'est toujours la même. Première question, première chose, définissez votre budget. Quelle est mon épargne de précaution? Je ne touche jamais à mon épargne de précaution. Et puis ensuite, quel montant je peux investir sur le marché? Je me fixe un budget d'investissement, je m'y tiens. Deuxième question, pourquoi j'investis cet argent? Quel est mon objectif? Ou est-ce que c'est juste de l'épargne de précaution, mais à plus long terme? Je ne veux pas subir l'érosion monétaire et donc je rentre ça sur le marché. Combien de temps j'ai devant moi pour placer cet argent? Jusqu'à quand je peux me passer de cet argent? Parce qu'il n'est pas question, une fois que vous rentrez sur un profil très dynamique, au bout de 3 ans, de dire « Ah ben, j'ai besoin de mon argent ». Non, ça, vous projetez en cash et ce dont vous n'avez pas besoin, vous l'investissez. Donc, combien de temps j'ai devant moi pour entrer sur le marché? Et en gros, plus votre durée d'investissement va être longue, plus vous allez pouvoir prendre du risque. En fait, la durée d'un investissement dépend de la volatilité d'un portefeuille. La volatilité, c'est la capacité à gagner de l'argent et à en perdre sur un actif. Donc, plus je peux monter haut, plus je peux descendre bas, et plus je descends bas, plus il me faudra du temps pour récupérer mon capital initial et régénérer de la performance. Donc, en gros, plus votre profil portefeuille est dynamique, plus la durée d'investissement va être longue. D'accord? Ça, c'est une question plutôt objective. Ce n'est pas parce que j'ai 15 ans devant moi que je vais supporter d'être 100% en action. La deuxième question à vous poser, c'est jusqu'à combien vous êtes capable de subir en termes de pertes sur votre capital investi sans bouger. C'est-à-dire en faisant dos rond et en appliquant les techniques
vraiment adapté au confinement, mais en appliquant les techniques de réflexion que je vous ai montré juste avant. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas au moment où on sera à moins 30, moins 40 qu'il faudra dire sauf qui peut, je veux sortir, ça ne va pas du tout. Parce que ce n'est absolument pas la démarche à tenir. Donc, on commence toujours par des questions objectives, jusqu'où peut aller, qu'est-ce que je peux faire, et ensuite, qu'est-ce qui est adapté à moi. Encore une fois, le pire ennemi d'un investissement financier, c'est pas de rentrer sur un marché qui fait 6100 points. Le pire ennemi, c'est un peu dur à dire, mais c'est nous-mêmes, c'est les biais cognitifs que nous pouvons avoir. On se rend compte que la plus grande perte de valeur sur un portefeuille, ce sont les biais cognitifs. Donc, référencez-vous à la courbe que je vous ai donnée. Regardez le comportement type de l'investisseur en période de krach. Et en fait, c'est ça qui va vous faire le plus de défauts. Parce qu'au final, la date d'entrée, encore une fois, elle est rarement unique. Et puis, la distribution de dividendes, enfin, tout ce que je viens de vous évoquer, fait que tout ne se joue pas sur le point auquel vous allez rentrer. Déjà parce qu'il y a aussi un point de sortie, mais aussi pour tous les arguments que je vous ai donnés précédemment. Donc, 1, combien de temps j'ai devant moi pour investir? 2, jusqu'à combien je suis capable de perdre sans m'affoler, paniquer et tout replacer en fonds euros. En fait, le raisonnement est là. Petite technique, en tout cas, nous, chez YoMoney, aujourd'hui, est face à une incertitude assez lourde d'un éventuel double krach. On ne dit pas qu'il va se produire, on ne dit pas qu'on y croit, on dit que le doute est là. Et à partir du moment où le doute est là, il faut adapter les portefeuilles. Nous, on lisse les investissements. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai 5 000 euros à investir. Moi, mon conseil, pour maximiser la probabilité de ne pas se tromper, je répète bien, maximiser la probabilité de ne pas se tromper, donc encore une fois, rien n'est garanti. L'idée, ce serait de lisser votre investissement sur 3 à 6 mois. C'est-à-dire que vous prenez le montant à investir, j'ai 5 000 euros, je veux rentrer 5 000 euros, ou 1 000 euros, ou 10 000 euros, qu'importe la somme, c'est pareil. Vous la divisez en 3 mois ou en 6 mois, vous vous faites un plan d'action fixe, vous n'y touchez pas et vous vous lancez. Encore une fois, vous aurez plusieurs points d'entrée. Si jamais ça se dégrade d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, eh bien en fait, le tout va faire une moyenne qui sera plus correcte que si vous rentrez tout immédiatement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces astuces. J'espère que tous nos utilisateurs pourront en bénéficier très rapidement. Maintenant, c'est l'heure de passer à vos questions. Alors, il y a un onglet questions et réponses ici dans l'interface de Zoom. Profitez-en pour y indiquer vos questions. Sophie, je vais te laisser prendre la main pour diffuser les questions de nos utilisateurs, si tu veux bien. Tout à fait. On a effectivement les premières questions qui sont arrivées. Donc, on a Jérôme qui demande « Est-ce qu'emprunter pour investir reste une bonne solution dans l'avenir proche ?» Non. Alors, je suis assez directe. Non, c'est pas une bonne solution. Je vois bien, donc Jérôme, je vois bien la réflexion que vous faites. Les taux d'emprunt étant extrêmement bas, le marché est peu cher, donc a priori, il y a de fortes chances qu'il remonte. Du coup, je vais faire une plus-value sur les marchés assez importante. Je pourrais rembourser mon prêt et encaisser mon gain. Dans les périodes de forte volatilité comme ça, je vous déconseille. En fait, c'est une technique qu'on dit spéculative, et donc ça ne rentre pas, en termes de gestion du risque, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne conseillerais pas ce type d'investissement parce que dans le pire du pire des cas, je ne dis pas que ça va arriver, mais le marché pourrait ne pas reprendre, mais l'emprunt restera à rembourser. Merci Charlotte. Deuxième question de Clara. Comment trouver facilement quel pourcentage de dividendes sont versés par les entreprises dans lesquelles on investit ? Tout dépend si vous êtes investi en titre vif ou si vous êtes investi en fonds communs de placement. Sur les titres vifs, en fait, il suffit simplement de consulter les actions et le reporting des actions sur les plateformes en ligne. Et après, sur les fonds communs de placement, vous pouvez vous référencer au rapport trimestriel de vos fonds ou alors au DICI, qui sont les documents officiels de renseignements généraux sur les fonds sur lesquels vous êtes investi. Merci. Une autre question de Clément qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Bonjour, si j'ai en tête un budget précis à investir, est-ce une bonne idée de l'investir progressivement sur les 2 prochaines années en versant plus d'argent les mois où les marchés sont encore plus bas que le mois de mon dernier versement ? Alors, oui pour l'investissement progressif. Alors, très clairement, scientifiquement et financièrement, il a été démontré qu'un investissement… Je suis désolée.
Je ne suis pas seule chez moi. Enfin, c'est la magie du direct, Charlotte. c'est la magie, mais on n'a pas la vidéo. Donc, il a été démontré que financièrement, il était plus performant de rentrer en une seule fois sur le marché. C'est-à-dire que quand on rentre en one shot, vous avez un potentiel de gain qui est plus important. La seule exception à ça, c'est que si vous investissez la veille d'un krach financier, c'est un cas sur 10, pour résumer, ça arrive très rarement, mais ça arrive, hein, c'est arrivé à beaucoup au mois de février cette année. Et au final, aujourd'hui, en ce moment, on propose un investissement lissé parce que le doute est quand même relativement élevé. Mais en fait, d'un point de vue historique, la bourse, elle est ascendante. Donc, si vous multipliez les dates d'entrée, quelque part, vous savez que ça va plutôt jouer sur de la sous-performance que si vous rentrez tout en une seule fois, parce que la bourse, elle progresse de manière générale. Donc, oui, pour l'investissement lissé actuellement, parce que ça vous permet quand même de rentrer et de vous sentir un peu plus léger et de pouvoir agir concrètement. Après, un lissage sur 2 ans, moi, je trouve que c'est un petit peu long, très clairement. Je pense que sur 6 mois, c'est déjà pas mal. Ce qui compte avant tout, c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous fassiez. Et enfin, sur le fait de choisir certains mois, de mettre plus, de mettre moins, etc., généralement, le lissage marche quand vous le faites de manière automatique. C'est-à-dire que vous fixez un plan d'action et vous ne devez plus être en situation de réfléchir. C'est-à-dire que vous réfléchissez au moment où vous faites votre investissement, vous choisissez votre profil, vous faites un échéancier, je rentre tous les mois à date fixe telle somme d'argent, sur 6 mois, 2 ans, c'est vous qui décidez. Mais en fait, derrière, il faut s'y tenir. Plus vous ferez interagir l'humain et donc vos émotions, même si vous avez confiance en vous, vous savez comment ça fonctionne et surtout comment il ne faut pas agir, il n'est pas dit qu'en période de krach, vous soyez capable de surmonter en fait des appréhensions que vous n'aviez pas vu venir et que vous arriviez à investir au bon moment. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne savez pas plus que le gérant. Le gérant ne sait pas, donc a priori, le gérant, c'est son métier, et sans vous offenser, mais vous ne savez pas non plus. Donc, essayez de faire un investissement lissé et automatisez-le au maximum. Voilà. Merci. Prochaine question de U. Bonjour, vous parlez de bourse depuis 30 minutes. Pourtant, le titre du webinaire est « Quelle stratégie d'investissement durant cette crise ?» Pour le moment, vous ne parlez que de votre service Youmoney ou de bourse. Qu'en est-il des autres types d'investissements? Achat de matières premières, or, 3 petits points, investissement dans des startups, achat immobilier, assurance vie. Merci. Tout ce qui est achat de matières premières, tout ce qui est assurance vie, pour moi, sont reliés à la bourse, parce que sur l'assurance vie, on ne fait pas que du fonds euro. Aujourd'hui, on peut avoir des portefeuilles boursiers via l'assurance vie, c'est quand même énormément développé en 10-15 ans et heureusement. Quant aux matières premières, nous, on en détient, je parle du cas d'Yomoni parce que c'est là où je travaille et je sais ce qui se passe dans les portefeuilles et je ne sais pas forcément ce qui se passe dans les portefeuilles des sociétés concurrentes. Des matières premières, actuellement, nous en avons parce qu'elles peuvent apporter, notamment pour l'or, un aspect plutôt défensif dans ces périodes de forte volatilité. Après, sur les autres types d'investissements, ça dépend de la surface que vous allez avoir à investir. Ça va dépendre de votre profil. Donc, faire de l'immobilier, si vous pouvez lever de la dette, oui, c'est très difficile de répondre à cette question. Pour moi, ça rentre dans le cadre d'une analyse patrimoniale globale et je ne saurais pas trop vous répondre. C'est un peu comme si vous me demandiez de redécorer votre maison sans vraiment l'avoir visitée, quoi. Donc, c'est un petit peu, je suis désolée, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre. Mais bien sûr, il y a d'autres sources d'investissement que les marchés financiers. Tout ne se résume pas à la bourse. Et pour rappel, la bourse est accessible sur l'assurance vie, le PEA et le compte titre. Voilà. En effet, et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous via Bankin avec un conseiller Youmoney pour faire une étude de votre patrimoine au global pour vous conseiller via votre situation vraiment particulière. J'enchaîne avec une question de Marco. Étant étudiant, devrais-je investir? Avec quel minimum de budget vous préconisez cela? Alors, je pense que ce n'est pas le statut qui fait qu'on puisse ou non investir, puisque nous, on a pas mal de clients qui ouvrent des contrats d'assurance vie qu'on appelle Youmoney Kids. Donc, on fait investir, quelque part, les parents épargnent pour les enfants plus tard. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Plus vous commencez tôt, mieux c'est au final, parce que plus votre durée d'investissement est longue et donc plus vous avez de chances de maximiser vos gains. Chez Youmoney, les portefeuilles s'ouvrent à partir de 1 000 €. Donc, ce n'est pas un montant
montants, ça présente déjà une somme peut-être en tant qu'étudiant, mais ce ne sont pas des montants trop volumineux. En fait, ce que j'aurais tendance à vous dire, investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. C'est-à-dire que quand on fait quand on se lance dans la construction de son patrimoine, en fait, je pense que Banking le rappelle assez bien, on a d'abord une épargne de précaution qui, généralement, quand on travaille, représente 2 voire 3 mois de salaire net. Après, encore une fois, c'est une donnée objective, hein, ça se rapporte. Après, vous l'appliquez à votre train de vie, à vos projets du moment, etc. Hein, je ne vous donne qu'une donnée objective. Quand on est étudiant, c'est peut-être par rapport à votre budget, peut-être d'avoir vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être un peu d'argent par vos parents et vous gardez un peu de trésorerie d'avance. Et cette épargne que vous ne touchez pas, que vous percevez peut-être à vos anniversaires, à Noël, ce genre de choses, eh bien oui, vous pouvez tout à fait commencer à l'investir. Et chez nous, les portefeuilles démarrent à partir de 1 000 €. Et je dirais que la bonne technique après, c'est de mettre en place un prélèvement automatique. Ça démarre à 50, 100 € par mois. Il faut que ce soit quelque chose d'assez indolore et tous les mois, vous investissez et ce qui multipliera les points d'entrée sur les marchés. Merci. Une autre question est quel comportement, c'est un spectateur anonyme, quel comportement faut-il adapter pour des placements à court terme, de 1 à 2 ans? Cash. Pour moi, il faut rester cash. Quand je discute avec des clients aujourd'hui, si vous avez un projet déterminé sur cette épargne, donc si vous dites 1 à 2 ans, c'est que vous avez sûrement un projet d'ici 1 ou 2 ans. Si ce projet est déterminé, en tout cas dans votre esprit, peut-être qu'il ne se réalisera pas, mais si pour vous, il est là, il est important, en fait, avant, jusqu'à 2-3 ans, c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas plus de 2-3 ans devant vous, moi aujourd'hui, je dis à mes clients de rester cash. Alors, la deuxième réponse pourrait être faites du fonds euro. Vu la rentabilité actuelle du fonds euro, plus la fiscalité de l'assurance vie que vous allez prendre en sortant de votre fonds euro, et vu toute la politique autour des fonds euro actuels, des taux directeurs, etc., vous n'allez pas gagner grand-chose. Et il faut savoir quand même que le fonds euro est un tout petit peu moins liquide que votre, par exemple, compte sur livret, ou votre livret A, ou votre LDD. À la banque, ce n'est pas rentable, mais vous savez que c'est liquide. Dans chaque investissement que vous ferez, il y a toujours un avantage, il y a toujours un inconvénient. Choisissez le placement qui vous va en fonction de l'inconvénient. Il faut que l'inconvénient, ce soit celui qui vous arrange quelque part le plus. Et là, vous êtes sûr je dirais, de bien vivre le placement. Donc, pour moi, la première réponse automatique, ce serait de dire restez cash, c'est 2 ans, c'est un peu dur à admettre, c'est pas rentable, mais au moins c'est liquide et ça ne bougera pas. Et vous ne subirez pas d'ici 2 ans l'érosion monétaire sur cet argent. Il sera réinvesti d'ici 2 ans dans un autre projet. Si vraiment vous êtes en recherche de rentabilité, il existe les super livrets. Alors, moi, je ne les connais pas bien, il faut faire un tour des offres des différentes banques et des différentes plateformes, parce qu'il y a pas mal d'offres en ligne aussi. Et puis, dernière solution pour aller chercher un petit peu plus, mais net de fiscalité, sauf si vous avez un contrat qui est déjà ancien, je dirais du fonds euro. Voilà. Une autre, on va prendre encore quelques questions comme on commence à dépasser l'heure, mais j'espère qu'on va pouvoir en répondre à un maximum. Une question de Julien. Très clair les explications comment rentrer sur une position, mais comment sortir d'une position? C'est une très bonne question qu'on nous pose pas souvent. En fait, comment sortir d'une position? En fait, c'est au cas par cas. Il y a des gens qui rentrent des portefeuilles sur les marchés en disant ça c'est pour les études supérieures de mes enfants et puis au final les études supérieures des enfants passent et l'argent est toujours là et voilà, moi ça fait un peu plus de 14 ans que je fais ce métier, j'ai rencontré énormément de personnes à qui j'ai fait des audits patrimoniaux et j'ai vu plusieurs personnes au final ne jamais ressortir leurs avoirs de la bourse. Si vous avez un projet précis, ce qu'il faut c'est je dirais 3 ans avant le terme de votre projet, il faut en fait vous reposer les bonnes questions. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous vous dites, moi je place 10 000 € sur un portefeuille dynamique, horizon 8 à 10 ans d'investissement, et mon projet c'est d'acheter ma résidence principale. Je vous dis un peu ce qui me passe par la tête. Vous arrivez à 5 ans d'investissement financier, 5 ans, 6 ans, parce qu'on est sur un profil dynamique, on est vraiment entre 8 et 10 ans. Il n'y a pas de date fixe en fait de sortie. À partir de la 5e, 6e année, il faut commencer à vous poser des questions et à sécuriser progressivement en fait votre investissement. Parce que le risque, c'est d'attendre pile poil la 10e année avec une espèce de date anniversaire que vous vous seriez fixée et que cette date corrobore avec, je ne sais pas, un nouveau confinement, un nouveau crack de marché. Et donc là, ce serait quand même un peu embêtant. Donc en fait, à partir du moment où vous vous approchez de votre échéance, et je dirais que 3 ans avant, généralement, sont les bonnes périodes, on commence progressivement à sécuriser son investissement de manière à emmagasiner ses plus-values et à ne plus faire subir de risques à son portefeuille puisqu'on va bientôt utiliser les capitaux. D'accord. Je propose de prendre une dernière question parce que Charlotte nous
donne de son temps très gentiment. Il y a John qui dit « J'écoute depuis le début, mais je n'ai pas encore compris la plus-value de YouMoney par rapport aux concurrents ou encore une formation stratégie personnelle. » Alors, la plus-value de YouMoney. En fait, YouMoney, aujourd'hui, c'est la seule société de gestion qui fait du mandat en ce qu'on appelle en gestion passive, gestion indicielle. Je dirais que notre plus-value, c'est Alors déjà, il y a une qualité de gestion qui est accessible dès 1 000 euros. Et je peux vous assurer, moi, j'ai fait d'autres compagnies, je travaillais chez d'autres interlocuteurs de la place. Ce type de qualité de portefeuille est généralement pas accessible à partir de 1 000 euros. Ça, c'est la première chose. On a vraiment une volonté de démocratiser l'accès à l'épargne et à l'investissement de qualité. La deuxième chose, c'est qu'on travaille via des ETF. En fait, c'est très difficile peut-être que j'ai mal pris la question, mais il y a 2 types de gestion. En fait, on va dire que le monde financier est séparé en 2. Il y a 2 types de gestion possibles. Vous avez la gestion active et vous avez la gestion passive, que fait YouMoney. La gestion active, le gérant a pour philosophie de battre le marché. Il est plus fort que le marché. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et donc, il vous dit, il faut rentrer quand c'est bas, il faut sortir quand c'est haut, parce que cette gestion, elle coûte de l'argent. Vous n'en avez pas toujours conscience, mais cette gestion, elle coûte de l'argent. Donc, le marché, lui, il est à frais zéro. Et à la fin de l'année, il faut que le gérant, qui en plus de ses frais de gestion, soit au-dessus du marché. Donc, en fait, pour battre le marché, le gérant, il prend plus de risques que le marché. Et en plus, cette gestion coûte cher. Okay. Il y a des études qu'on appelle les études SPIVA, si ça vous intéresse, SPIVA, qui démontrent que sur les 5 dernières années, seulement 8% des gérants dans le monde battent leur indice de référence. Ça vous laisse l'ampleur, je dirais, l'ampleur du décor. Après, il y a quelques gérants, il y a certains gérants en gestion active qui s'en sortent très très bien. Mais je dis que dans leur grande moyenne, ils n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Donc en fait, la majorité des gestionnaires aujourd'hui vous vendent un service qui consiste à battre le marché, vous facturent des frais pour cela, mais au final, n'y arrivent pas. Et à côté de ça, dans les années 60-70 aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a dit au final, ça ne sert à rien de vouloir battre le marché parce qu'en définitive, le plus fort, c'est le marché. Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer de reproduire au plus précis le marché. Et c'est là qu'on a créé les ETF, qu'on a créé la gestion indicielle. La première conséquence de ça, de ce changement de philosophie de gestion, c'est que on ne cherche pas à surperformer le marché. Donc, on ne va pas prendre plus de risques que le marché. Et la deuxième conséquence directe de cette philosophie qui est quand même différente, c'est que les frais de gestion vont être quasiment divisés par 3. En fait, les frais de gestion sont beaucoup moins importants sur les ETF et la qualité de la matière première, en fait, de l'investissement est la même. Et donc, derrière, vous achetez quelque chose qui vous dit on va reproduire le marché parce qu'on sait que sur le long terme, le marché, il est efficient. Et en fait, aujourd'hui, personne sur la place ne propose, à part quelques concurrents, et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est plutôt sain, ça permet d'évangéliser les ETF, qui restent encore trop peu connus aujourd'hui, mais ça permet aussi, nous, de nous remettre en question quand il faut au bon moment. Donc, tout ça est vécu très sainement par YouMoney, mais on est peu nombreux et on n'est pas encore assez nombreux. Parce que la vraie solution pour le client final, ce n'est pas de la gestion où vous payez 3% de frais de gestion annuels et vous vous en rendez même pas compte. Il faut avoir une gestion peu chère pour d'acheter pour battre le marché au final et qui n'y arrive pas, tous les ans, ils grignotent un peu de votre performance et c'est ça au moins que vous ne mettez pas dans la performance de votre portefeuille. Donc je dirais, la vraie plus-value de YouMoney, c'est d'avoir eu le courage de se lancer dans cette gestion indicielle, dans un secteur où très peu de gens le font et d'avoir pensé à l'investisseur avant tout. Je ne dis pas que YouMoney est une société philanthropique, on ne travaille pas gratuitement, etc. On est très transparent sur nos frais, mais je dirais que c'est d'avoir démocratisé l'épargne et d'avoir aussi pensé à l'investisseur, ce que peu au final font. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. On n'a plus beaucoup de temps pour les questions, donc je vais laisser Jean conclure. Merci à tous pour vos questions. Merci, Charlotte, pour toutes ces réponses. Merci à vous. On espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions, même si je suppose que vous avez encore d'autres interrogations. Sachez que suite à ce webinaire, votre appréciation compte pour nous. Donc, suite à cette petite conférence, on va vous faire parvenir un email pour recueillir vos informations. Alors, n'hésitez pas à y indiquer vos commentaires et vos suggestions d'amélioration. Est-ce que vous souhaitez d'autres webinaires? Sur quel sujet? Qu'est-ce que vous vouliez qu'on y traite? Sachez également que suite à cette présentation, vous êtes en mesure d'en profiter dès maintenant puisque vous pouvez booster votre épargne et bénéficier d'une offre YouMoney spécialement dédiée pour les utilisateurs Bankin.
Cette offre dure jusqu'au 2 juin. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un coach banking de sorte qu'il puisse vous parler de cette offre-là. Et dans tous les cas, nous, on vous enverra une communication par email également pour vous faire parvenir, vous en dire plus au sujet de cette offre-là. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Merci Charlotte. Et, merci Bankin. Et on espère vous voir très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.